Allez, je vais faire les présentations de gauche à droite. Dana Thomas, bonjour, je vous invite à prendre un micro pour vous présenter. Vous êtes rédactrice pour British Vogue, animatrice du podcast The Green Dream, et vous avez écrit un livre, Fashion Police. Fashionopolis. Fashionopolis. On pourra le retrouver tout à l'heure, cet ouvrage ? Oui, je vais signer les livres après notre petit panel. Vous y racontez quoi dans Fashionopolis ? C'est à propos de le renouvellement dans la mode, le besoin de pratiques plus vertes et humaines dans la mode. Parfait, c'est justement notre sujet du jour. Charlotte Dereux, bonjour. Bonjour. Fondatrice de Patine, née en 2017, du prêt-à-porter tout le temps, longtemps, avec du bon dedans, mais encore. C'est déjà pas mal. Si on tient ses promesses, c'est déjà pas mal. Oui, voilà, Patine, on est une entreprise aussi à mission et l'idée, c'est d'inventer et de proposer un nouveau modèle de mode. Il y en a plein et on vous propose le nôtre et on espère qu'il va vous plaire. Parfait. Nativité Rodriguez, bonjour. Directrice générale de la BU Circularité, atelier des matières, lancé il y a 3 ans. Quel est l'objectif de l'atelier des matières ? Quelle est sa mission principale ? Bonjour. La mission de l'atelier des matières est d'accompagner les marques de luxe et de mode dans tous les sujets de revalorisation de leur gisement. Merci, on viendra dans les détails tout à l'heure. Aude Vergne est à côté, directrice RSE de Chloé. Bonjour. Bonjour. La marque du groupe Richemont qui a entamé une grande transformation il y a 3 ans maintenant. Tout à fait. En 2020, on a repensé totalement notre stratégie en plein cœur du confinement pour placer vraiment la RSE au centre de la stratégie de nos impacts. Et depuis, on est certifié Bicorp et également société à mission depuis mars. Merci. Et puis Dorothée Contour est avec nous. Bonjour. Bonjour. Dirigeante de GEM, J-E-M. C'est un pionnier de la joaillerie éthique et engagé chez les créateurs. De quelle manière vous engagez, d'un mot ? Effectivement, GEM est une maison de joaillerie engagée qu'on a lancée il y a 13 ans maintenant, avec la mission, dès le démarrage, de porter un certain nombre de changements de pratiques dans la filière du sourcing à la fabrication, dans l'objectif d'apporter un progrès social et environnemental dans la fabrication d'un bijou précieux. Parfait, on viendra avec plus de précision sur ces engagements-là. Nativité Rodriguez, vous l'avez dit, au cœur de l'atelier des matières, c'est cette question de revalorisation. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot ? Revaloriser, c'est donner une nouvelle vie à des matières existantes qui n'ont plus d'utilité, par exemple en les recyclant ou en les reproposant. Quand on revalorise, on décide de reprendre des matières déjà existantes et donc indirectement de contribuer à la préservation des ressources naturelles pour recréer quelque chose derrière. Et la revalorisation, c'est un enjeu clé de la circularité. Et en cela, nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est de repartir de leurs matières existantes, qui peuvent être des invendus, des défectueux, des stocks dormants, et à travers des techniques ingénieuses, de les revaloriser, de les recycler par exemple, pour reproduire quelque chose derrière qui est une nouvelle matière, qui pourra resservir à un processus de création. La matière à la matière. Justement, la matière, c'est souvent le début de l'histoire. On parlait de fabrication tout à l'heure. C'est le début de l'histoire de la mode. Elle permet, alors, si on revient vraiment au départ, on parle aussi de la terre, véritablement. Mais cette matière-là, pourquoi, il y a 3 ans, à un moment donné, Chanel, mais pas que, s'est dit c'est un enjeu aujourd'hui. Pourquoi avoir créé cet atelier des matières ? Je pense que c'est notamment face à l'émergence des problématiques de se dire comment est-ce qu'on peut être encore meilleur, redonner vie à ces matières. Nous, on travaille essentiellement sur des matières nobles, qui sont les matières en fait, de nos clients. Et l'idée, c'était de pouvoir être pionnier pour inventer, mettre en place des solutions qui, à l'époque, n'existaient pas, en tout cas pas dans les standards attendus par les marques de luxe. Et surtout, très vite, est venue la conviction qu'on ne pouvait pas œuvrer seul et qu'il fallait donner une dimension multi-client. Et donc, c'est en cela que notre vocation est ouverte au marché pour mutualiser et créer des synergies entre les enjeux des différents acteurs. Quelles sont concrètement les 3 activités de l'atelier des matières ?
Donc l'atelier des matières a 3 activités. La première, c'est de recueillir les gisements de nos clients, de les revaloriser à travers des techniques différentes et ingénieuses, et de reproposer à la fin des nouvelles matières qui peuvent être réincorporées dans des cycles de production, typiquement des fils recyclés ou d'autres matières. Et vous travaillez avec des clients divers et variés. Exactement. De toute l'industrie de la mode, dont on taira les noms aujourd'hui. Et pour longtemps encore. Charlotte, chez Patine, c'est parmi tous les engagements, peut-être on peut rappeler, parce qu'on a dit rapidement, tout le temps, longtemps et du bon dedans, quels sont les engagements, sans faire une liste à l'après-vert, mais les engagements sur lesquels Patine s'est fondée? L'engagement, en fait, il s'est fondé au départ sur une contradiction, un problème qui était que moi, c'était mon grand rêve de vie, au-delà d'être heureuse, peut-être riche à l'époque, je pensais à ça, et puis avoir des enfants, etc. C'était d'avoir une marque de mode un jour. Et en fait, cette passion de mode, désir de mode, elle est devenue complètement incompatible avec mon réveil écologique. Donc je me présente souvent comme une Zara repentie, mais c'est vrai, ça a été assez brutal. Et disons que l'engagement, en fait, c'est un engagement de cohérence, de consistance totale, en fait, en disant bon bah alors puisque j'ai pas d'autre choix que de faire de la mode, puisque j'adore ça, mais que c'est complètement absurde de faire une marque de mode à notre époque, comment on peut réinventer complètement avec humilité, et en disant que c'est une solution parmi d'autres, mais comment on peut repenser tout ce qu'on fait pour essayer du coup d'être sur cette espèce de petite ligne de funambule entre désir de mode et responsabilité. Et du coup, ça veut dire qu'on va s'engager à faire les choses en profondeur. J'ai entendu tout à l'heure Saveria dire rien n'est simple, et je pense que c'est ça justement ce qui est intéressant, c'est de pas prendre en fait un engagement uniquement par exemple sur le sourcing de sa matière, dire en énorme j'ai du coton bio, ou un autre engagement, mais de dire voilà, en fait on va reprendre tout ce qui constitue à l'intérieur, à l'extérieur une marque de mode, et se dire comment on peut inventer nous notre propre recette pour que justement ça inspire aussi d'autres marques et ça éveille les clients. Et voilà, donc du coup ça va de plein d'engagements qu'on peut lire à travers la labellisation Bicorp, puisqu'on est Bicorp depuis fin décembre, c'est trop chouette, de aussi tous les engagements qu'on a en tant qu'entreprise à mission, mais c'est aussi notre charte de matières qu'on utilise ou non, celles qu'on boycotte, celles qu'on accepte, c'est le développement de matières spécifiques, c'est repenser la distribution pour avoir plus de 50% de notre activité qui se base sur la précommande pour éviter la surproduction, le financement, on va jusqu'au financement de l'entreprise, puisque nos actionnaires sont largement nos clientes. On a 531 micro-actionnaires qui sont clientes de la marque. Donc c'est aussi pour créer une sorte d'équilibre complet entre les intérêts des actionnaires, les clients et les intérêts de la marque, éviter les dérives. Voilà, donc il y a plein d'exemples comme ça qui font qu'à la fin, c'est compliqué, on fait aussi des erreurs, mais c'est cette cohérence qui crée aussi la confiance, puisque quand une personne entend parler de Patine, que ça soit parce qu'elle aime la coupe de la chemise ou qu'elle aime elle soit sensible à l'éthique, si elle creuse, ça fait un peu comme des couches un Kinder surprise en fait, où en dessous il y a encore des trucs chouettes à découvrir, une autre facette, et voilà, moi je crois à ça. Alors justement, parmi tous ces engagements, vous le disiez, il y a la question des matières, des matériaux, du travail long, difficile, de recherche et développement là-dessus. Aujourd'hui, vous avez créé vos propres matières. Alors, pas tout seul, il faut rester très humble, et je pense aussi on a une époque où la marque Écran qui inventait tout, en fait, la création, les produits, ils sortaient magiquement dans les magasins, on en sort. En fait, on est un rouage, d'un écosystème. Exactement. Et du coup, je pense que c'est chouette. On a une époque, on l'a entendu aussi avec Atelier Tufferie, où il y a un équilibre justement de ceux qui font, ceux qui réfléchissent, et c'est ensemble qu'on arrive à faire des trucs, c'est sûr. Voilà, moi, j'ai les mêmes partenaires pour le tricotage de ma maille, le tissage de notre dénime. Depuis le début de Patine, au fur et à mesure, on est très fidèles, et c'est parce que justement, on vit les bonnes choses et les mauvaises choses, et on travaille, qu'on crée une cohérence et des choses formidables. Effectivement, en fait, le temps long, la consistance, ça crée aussi plein de contraintes.
Une des contraintes, c'est justement d'avoir un dressing très resserré, puisque on lance à peu près une grande catégorie par an. Donc du coup, j'ai pas de collection avec toutes les catégories d'un coup, quoi. Mais j'aimerais revenir sur les matériaux. Ils sont du coup à partir de quel autre déchet, matériaux, matières recyclées, vous les imaginez, vous les réalisez, vous les confectionnez? Alors chaque matière a son histoire et par exemple on a commencé simplement avec des t-shirts, ce qui me terrifiait, j'avais peur qu'on me prenne pour t-shirt.fr, voilà. Mais du coup j'avais raconté l'histoire de Patine globale et puis je me suis engagée du coup sur les réseaux, donc je suis obligée de le faire maintenant, la boutique, le site et tout. On a commencé avec des t-shirts et tout de suite en 2017 on s'était dit bon, le coton bio c'est sympa, mais en fait vu qu'on mesurait déjà nos émissions carbone, donc on faisait l'analyse cycle de vie du produit complet, on s'est dit si on veut vraiment baisser il faut qu'on intègre beaucoup de fibres recyclées, donc du coup on a démarré directement avec 40% de coton recyclé dans cette fibre. Du coup on a trouvé quelqu'un pour tricoter ce fil, tricoter à partir d'un fil qui contenait 40% de recyclé et qui fasse un beau t-shirt, puisque c'est bien de faire recycler, mais c'est comme les biscuits de la vie claire, même si j'adore la vie claire, mais c'était pas forcément bon au début. Et du coup, il faut que ça soit bon et beau et bien fait. Voilà, donc du coup, par exemple, sur le t-shirt, c'est cet engagement-là, avec une traçabilité complète, donc un coton qui vient d'Ouganda, plus de Turquie parce qu'il y a eu trop de fraude. On sait d'où vient chaque lot. On mesure du coup les trajets, on mesure les émissions d'eau, on mesure l'eutrophisation, donc la pollution d'eau. Et ensuite, cette démarche, on l'a appliquée à chaque catégorie. Donc, il n'y en a pas beaucoup encore. Mais donc, les sweatshirts, c'est notre molleton. Il est comme dans les années 80, vraiment épais. Et en même temps, maintenant, il a 50% de fibres recyclées dedans. Le reste est bio. Le jean est italien. La chemise, c'est français, des tissages de Charlieu. Enfin, voilà, il y a une belle histoire. Et tout est expliqué, évidemment, sur le site internet, très précisément sur les différentes matières. Nativité, ça, c'est très intéressant. Il y a deux choses sur lesquelles on va rebondir. On va rebondir après avec vous aussi, Aude. C'est sur cette question de rouage d'un écosystème, de partage dont vous avez besoin désormais les uns des autres. En tout cas, vous avez pris conscience dont vous avez besoin les uns les autres. Sur ce travail sur la matière, vous disiez il y a un atelier de désassemblage. Ensuite, vous faites véritablement de la R&D. Et là aussi, vous inscrivez dans un écosystème parce que vous êtes une trentaine de personnes, dont une équipe de valoristes, mais vous ne faites pas tout. Vous ne savez pas tout faire. Donc, comment vous travaillez vraiment la R&D de ces matières ? Oui. Donc notre R&D est composée de notre équipe dédiée et c'est intéressant parce qu'elle est multi-compétences. On a des ingénieurs matière, nous avons aussi des gens qui sont issus du produit, qui savent faire parler, qui connaissent les exigences de qualité de nos clients. Et c'est cette belle alchimie qui fait que, et avec beaucoup de temps et beaucoup d'essais et de réessais, etc., en travaillant également avec des partenaires, donc dans l'écosystème, ça va être des centres de recherche, des laboratoires, ça va être des sociétés plus matures, ça va être des sociétés technologiques qui démarrent, ça va être aussi des partenariats avec des gens qui vont accepter de nous donner de leur temps pour tester et retester des petits pilotes. Et c'est vraiment le fruit de cette alchimie, du croisement des regards, mais aussi du test. Et puis, surtout, je reviens toujours à l'essentiel de la qualité dès le départ. Quand on reçoit les gisements de nos clients, d'être capable de très bien les trier, très bien les désassembler. Donc ça, c'est tout un savoir-faire mené par nos valoristes dans notre atelier en propre. Et le point de départ, quand même, si on veut un superbe fil recyclé derrière, c'est vraiment d'être exigeant tout au long de la chaîne et donc d'apprendre. Et donc, pour vous donner un exemple, on vient d'aboutir au bout de 2 ans et demi de recherche et développement à un fil recyclé 100% coton. Donc 50% issus du fil recyclé et 50% vierge. Et ça, c'est une gageure parce qu'on arrive à avoir une super qualité, une superbe couleur, une superbe tenue. Et ça nous a pris 2 ans et demi. Il est utilisé pourquoi aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, on travaille avec un de nos clients pour faire des polos. Merci beaucoup. Aude, chez Chloé, vous avez aussi tous ces engagements-là en termes de matière, de matériaux. Je crois que vous avez d'ailleurs publié le manifeste sur le site internet qui précise tout ceci. 90% de matière à impact réduit dans les collections en 2025. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous parle, toutes ces questions-là. Oui, tout à fait. On analyse aussi évidemment nos émissions. Une grande partie provient de notre achat de matière. Donc c'est un des chantiers qu'on a entrepris avec des engagements très précis et qu'on donne effectivement en transparence sur quelle matière on source et pour quelles raisons. Et quelles sont les analyses de cycle de vie derrière effectuées pour prouver l'impact réduit de ces matières. Donc c'est vraiment un point très important.
Mais c'est un point parmi d'autres, parce que je partage tout à fait le point de Charlotte. C'est déjà une démarche qui est globale, continue, d'amélioration, et on regarde l'impact environnemental, mais aussi l'impact social. On va y venir dans un instant, ça va nous permettre de faire le lien, de passer du côté de chez Dorothée, si j'ose dire, parce que sur l'or fairmined, qui est un des matériaux principaux que vous utilisez, permet aussi cet engagement social et sociétal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement qu'est-ce que c'est l'or fairmined et dans quelle mesure vous y êtes impliqué ? Oui, bien sûr. Juste une toute petite introduction, si je peux, avant ça. Lorsqu'on a créé GEM, on avait la même ambition, la même un peu vision que toi, Charlotte, qui était dans le secteur de la joaillerie, qui est un peu différent de par les matières qu'on utilise, de se dire comment on peut vraiment réfléchir, questionner sur chaque étape de production. Donc ça commence par le sourcing, les matières, mais pas uniquement. Ensuite, il y a la question de la traçabilité, il y a la question de la production, il y a la question aussi du type d'entreprise, de gouvernance et de type d'entreprise qu'on veut monter. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a intégré dès le départ. Et le point de départ, ça a été l'or, qui est la matière première principale qu'on utilise en joaillerie, où ça a été essentiel pour nous de se dire... déjà, la traçabilité est très importante et elle n'existait pas, elle n'existe toujours quasiment pas. C'est extrêmement compliqué dans notre filière de tracer l'or. D'autre part, déjà le questionnement de quels sont les enjeux, est-ce qu'il y en a déjà, et en l'occurrence il y en a énormément, et quels sont les enjeux au bout de la filière, sociaux, environnementaux, mais aussi d'éthique des affaires, de lutte contre la fraude, la corruption, etc. Et du coup, j'en viens là parce que l'engagement, l'envie de l'engagement, c'était à la fois réduire au maximum l'impact négatif qu'on peut avoir, mais c'était aussi de créer réellement de l'impact positif. Et c'est une démarche active qui est très importante et qui est au cœur de notre philosophie et qui, je pense, devient très moteur. Donc réduire l'impact négatif se situe notamment au travers des problématiques que vont générer l'extraction minière de l'or, à la fois sur le plan humain et à la fois sur le plan environnemental. Et l'impact positif de l'or fairmined, c'est de vraiment s'inscrire dans une démarche de commerce équitable, de développement humain et d'utilisation en fait de cette économie, de ce sourcing et de cette transformation des pratiques minières pour générer du développement économique positif, contrôlé, maîtrisé et positif. Et pour générer aussi des innovations et des inventions, des innovations sur le plan de la protection de la biodiversité, sur le plan écologique aussi. C'est vraiment sur un pied d'égalité cet enjeu social et environnemental, ce qui, peut-être on en parlera, mais on l'évoquait en off, ce qui n'est pas toujours évident de jouer sur les deux tableaux. Alors concrètement, et après je rends le micro, mais concrètement, donc on utilise effectivement de l'or qui est certifié fairmined, donc qui vient d'une filière spécifique, qui est une filière d'extraction minière qu'on revendique. Ce n'est pas une filière recyclée, c'est vraiment une filière d'extraction minière, mais très spécifique, qui est de l'extraction qui vient de mines artisanales, de petite taille, déjà qui permet d'être maîtrisée, et qui ont mis en place très exactement 155 standards écologiques, sociaux et humains, qui garantissent aujourd'hui, en toute transparence et en toute certification, une extraction, comme je disais, qui est à la fois responsable et respectueuse, mais aussi qui génère du progrès et de l'impact positif. Petit aparté sur l'or, qui est une matière première vraiment spécifique dans le secteur de la joaillerie, de la mode, dans l'ensemble de la filière dont on parle depuis ce matin. Parce que l'or, c'est pas d'abord une matière première, en fait, c'est d'abord une monnaie. C'est d'abord la monnaie la plus référente et la plus fiable, la plus liquide dans le monde, qui a une valeur refuge. On le voit encore plus ces dernières années avec une montée très forte du cours de l'or. Ça veut dire que l'extraction minière de l'or, 1500 tonnes d'or extraites chaque année, elle n'est pas prête de s'arrêter. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut l'interdire. La majorité de l'extraction minière artisanale est illégale, d'ailleurs. Si, notamment dans les régions pauvres, on n'a pas les moyens de lutter contre cette illégalité et de faire respecter les règles, elles ont beau exister, les règles, elles ne servent pas à grand-chose. Donc à partir du moment où il y a un filon d'or, notamment dans la filière artisanale, il y aura toujours un petit groupe anarchique, souvent, rapidement, qui va s'en emparer, qui va l'exploiter. Et c'est là où la problématique, elle est que si ce n'est pas encadré, ça génère c'est plus que dangereux, en fait. Ça génère des dommages qui sont aujourd'hui dramatiques. Donc, du coup, on peut décider de refuser l'extraction minière. C'est effectivement
une forme de revalorisation de la matière, parce que l'or n'a jamais été un déchet, a toujours été réutilisé, recyclé et se revalorise à l'infini, ce qui en soi est une des matières les plus durables et qui est une histoire assez extraordinaire. C'est une voie, mais on peut aussi décider, et c'est ce que fait Fairmind, de s'attaquer vraiment à la source du problème et de se dire comment on change les choses. Comment on accompagne, on transforme les mines pour les légaliser, les encadrer et les transformer. Et c'est la part que vous prenez aujourd'hui. Dana Thomas, vous avez fait le tour du monde, ou presque, pour justement mettre en avant certaines initiatives comme celle-ci que nous venons d'entendre autour des matériaux de l'innovation mise en place justement pour regagner en valeur. Tout à fait. Et en fait, ce que je fais pour Vogue britannique, comme European Sustainability Editor, avec une colonne chaque mois, et puis ce que j'ai fait dans mon livre, Fashionopolis, c'est de mettre en valeur le travail de gens comme ça, parce qu'il y a tel peu, et que le mode, c'est pas le deuxième plus longtemps de monde. Ça, c'est le fantasy. Mais c'est un grand pollueur. Fait beaucoup de contributions contre la destruction de la planète et aussi de l'humanité, l'impact sur l'humanité, sur les gens. Soit c'est des femmes qui font coudre tous les vêtements en Bangladesh, soit c'est même les gens qui travaillent dans les boutiques qui sont payés pratiquement rien, soit c'est qu'on habite dans un endroit où les vêtements sont sur nos plages parce que tout est jeté dans la mer. C'est l'impact très, très grave et très important. Et les sociétés comme ça sont tout petites, sauf Chloé, mais Chloé, c'est la première marque de luxe qui a réussi de faire un B Corp. C'est énorme, ça. Et c'est juste maintenant qu'il n'y a personne d'autre dans le monde de luxe à ce niveau-là, dans les grands groupes, qui même essaie de faire ça, et pas d'arriver. Et qu'ils ont pris cette période de la pandémie de Covid, de repenser la façon qu'ils font leur raison d'être, je trouve ça tellement extraordinaire et courageux, surtout courageux. Alors, ce que je fais dans le livre, ce que je fais en Vogue britannique chaque mois, c'est de montrer ces histoires courageuses et de vraiment mettre en valeur le travail qu'ils font. Comme ça, c'est pas un tout petit parti de l'industrie de la mode, mais que c'est les pratiques, les normes, que c'est pas que du greenwashing, mais c'est la vraie vérité, qu'ils font des choses comme il faut, qui sont moins destructives et plus positives dans toutes nos vies, parce qu'on est tous touchés par ça. Quelle belle introduction pour vous, Aude, justement, et j'en viens à vous, pardon, mais parce que effectivement, dans toute cette transformation de Chloé, vous dites la collaboration au sein de l'industrie et même au-delà, c'est la seule voie pour un changement systémique, et vous vouliez insister aujourd'hui sur ce que vous faites justement sur le côté sociétal et social, et notamment en faveur des femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme? Qu'est-ce que ça signifie? Alors déjà, pour redonner un petit peu de contexte, notre transformation en 2020, elle s'est opérée autour d'une mission. Elle a commencé par la définition d'une mission d'entreprise. Cette mission d'entreprise, elle était assez évidente parce qu'elle est complètement liée à notre histoire, à notre héritage et à la raison même de la création de Chloé. Donc Gaby Aguillon, il y a à peu près 70 ans, a créé Chloé pour permettre aux femmes d'avoir un vestiaire qui les accompagne dans tous les moments de la vie, dans leur vie active, qui les encourage à oser, à travailler. Donc on avait eu toujours ce sujet de l'égalité des femmes et de mettre en avant les femmes qui avaient été là. On est une marque créée par une femme pour les femmes. Notre premier engagement associatif, on l'avait pris pour soutenir des programmes en faveur de l'égalité des genres en 2019. Donc naturellement, on a abouti sur une mission pour les femmes qui est Women Forward, vers un avenir plus équitable. Donc vraiment voir les femmes comme moteurs et actrices du changement.
Et ça veut dire travailler sur l'impact environnemental, bien sûr, et on doit le réduire, mais aussi sur l'impact social. Dana le disait, on a une chaîne de valeur de la mode qui emploie beaucoup de personnes à travers ces différents niveaux, et c'est 80% de femmes. Donc on se devait aussi de travailler au-delà de nos engagements associatifs, au sein même de la manière dont on produit nos produits, sur l'impact social positif et l'égalité des genres. Et pour revenir à la... Pardon, Dana, allez-y. Juste pour dire que de voir comment c'est si important et c'est vraiment seul dans ce niveau de luxe. Quand le Covid-19 est arrivé, j'ai fait un article quand tout était en train de fermer. Et j'ai parlé avec plein de créateurs, CEOs et gens. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette période de reflet? Et je me souviens, Antoine Arnaud, chez LVMH, a dit, mais la première chose qu'on va faire, c'est on va arrêter tous ces défilés de la mode qui sont ici et là, et qu'il y a 400 personnes qui prennent un avion pour un défilé pour 45 minutes en Californie, qui vient de tous les coins du monde. On ne va jamais plus faire ça. Non, mais... Et le moment que c'était possible de revenir et rouvert tous les marchés et les magasins et tout, la plupart des sociétés, et vous pouvez trouver mon article, que tous les premiers qu'ils ont dit avant tout ça, c'était British Vogue, c'est vogue.uk.co, par la fenêtre. Par la fenêtre, sauf Chloé. On n'avait pas préparé, hein, mais je suis désolée. Mais en tout cas, pour continuer sur cette histoire-là, dans ces engagements-là, il y a aussi l'idée justement de partager un SPNL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, dans l'idée justement d'au-delà d'avoir un impact négatif, l'idée c'est aussi d'avoir un impact positif? Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de méthodologies existantes pour mesurer l'impact environnemental, à la fois au niveau de la société et du produit. Sur la partie sociale, il y avait moins d'éléments disponibles et nous, on pense que pour vraiment changer les choses en profondeur et prouver ce qu'on fait, il faut pouvoir mesurer. Et c'est comme ça qu'on a décidé de développer un outil de mesure des impacts sociaux positifs à travers une chaîne de valeur qui s'appelle le SPNL, donc Social Profit and Loss. C'est un travail universitaire à la base, donc on s'est rapproché de l'IFM et du Conservatoire national des arts et métiers. On a une doctorante qui a travaillé sur le développement de cette méthodologie, qu'au fur et à mesure, on a commencé à tester sur nos propres fournisseurs et nos propres périmètres d'activité, puis à partager avec notre grande industrie, grâce à la Fédération de la haute couture et de la mode, on a pu organiser un test, échanger avec d'autres maisons, recevoir des feedbacks, etc. Travailler également avec des auditeurs extérieurs jusqu'à arriver à une méthodologie, on va dire V1, parce qu'on sait qu'elle devra évoluer, mais qui est disponible, qu'on a partagé en open source sur notre site et que nous, on commence à déployer et donc à utiliser pour s'améliorer en continu et échanger avec nos fournisseurs. Mais pourquoi ce souhait de le mettre en open source, justement ? Oui, pour les raisons que vous évoquiez. Enfin, on pense que voilà, le changement, ce n'est pas un changement à l'échelle de Chloé, c'est un changement global qu'il faut. Donc, tout ce qu'on fait globalement, on le publie, on le partage et on le rend disponible. C'est parce qu'on serait heureux que ça puisse inspirer des bonnes pratiques. On sait aussi que sur cette notion de mesure des impacts sociaux positifs, il y a encore beaucoup de chemin de progrès à faire à tous les niveaux, législatifs, etc. Donc, si ça peut inspirer et faire naître des discussions, voilà. Allez-y, Dana. Juste pour dire, en fait, il y a deux façons de vivre dans la vie. Il y a les choses qu'il faut faire et les choses qu'on voudrait faire. Il faut faire les changements pour la planète. Mais est-ce qu'on voudrait vraiment quitter la façon qu'on fait les choses déjà, qui gagne tellement d'argent? Si on n'a pas, s'il ne faut pas, parce qu'il y a la régulation, la loi, où on a une vraie conscience sur ça, on ne fait pas. Et ça, c'est très important maintenant que les lois sont en train d'être passées, impliquées pour pousser les gens qui résistent de faire les changements. Et la France
oui, ce qui commence avec la loi qu'on ne peut plus détruire les choses qui sont plus vendues. Mais c'est vraiment une philosophie. Et ouais. Il faut, ou si on veut. Il y a un autre point aussi qui est très important, c'est que dans toute cette démarche d'amélioration et de progrès continu, on demande beaucoup de choses à nos fournisseurs pour évaluer. Et donc, il y a un vrai intérêt à mutualiser et à avoir une démarche commune parce que les fournisseurs ne pourront pas répondre à les demandes de toutes les marques. Qui seront parfois contradictoires ou qui s'ajouteront les unes les autres. Et effectivement, comme vous disiez, vous faites tous partie d'un écosystème, donc ils ont tous les mêmes données. Vous vouliez rajouter quelque chose, Dante ? Oui, j'avais envie de compléter ce que vous venez de dire, peut-être avec une remarque un peu utopiste, mais c'est ce qui nous permet aussi d'avancer et d'oser et de faire changer les choses. Mais il y a le besoin de régulation, de contraintes qui vont faire accélérer les choses, c'est évident. Mais puisque le thème là, de notre table ronde, c'est la revalorisation, moi je voudrais dire qu'en tout cas sur le bijou précieux, on l'observe beaucoup, faire les choses différemment et les exprimer et les raconter, ça crée de la valeur aussi. Donc on peut aussi être tiré par une envie positive de revaloriser nos produits avec... il y a la création, il y a la qualité, il y a tout ce qui existe déjà, mais il y a aussi une histoire supplémentaire, un petit supplément d'âme qui est de plus en plus entendu et demandé par les clients. Et ça, je trouve que c'est quand même un message positif qu'il faut partager. Il y a des choses qui changent depuis quelques années. Nous, ça fait 13 ans qu'on est sur cette démarche chez GEM. On va dire que depuis 3-4 ans seulement, il y a un écho qui s'amplifie de façon exponentielle. Et ça, c'est hyper positif. Et moi, je suis personnellement vraiment convaincue que c'est aussi l'exemple, l'espoir, le positif qui va embarquer de plus en plus de monde et qui va donner envie justement de changer, et pas uniquement la contrainte. On vient voir pour la création, mais aussi parfois en premier lieu parce que vous avez cet engagement-là. Ceci dit, vous souleviez quelque chose tout à l'heure, Dante, vous disiez au début, on aurait bien aimé faire comme Patine et s'engager sur plein de sujets différents. C'est pas toujours évident. Donc, Charlotte, finalement, jusqu'à quel niveau d'entreprise vous pensez pouvoir aller en additionnant tous ces engagements-là? Parce que je me fais l'avocat du diable, on peut très bien se dire, ouais, mais c'est facile, vous êtes tout petit. Ah oui, mais dès que je deviens très riche, j'abandonne tout. Voilà, non, pas de problème. Non, mais justement, en fait, c'est très lié à ce qu'on vient de dire sur ce qu'on veut et ce qu'on peut. Moi, c'est peut-être une utopie, mais ce que j'aime, c'est me dire qu'on peut vouloir des nouvelles choses. Et que du coup, on doit créer un désir pour justement ce nouveau monde qu'on doit faire avec les nouvelles contraintes. Du coup, alors, naïvement, en 2017, j'avais théorisé ça, puisque moi, je remplis des cahiers, rien ne sort, ça fait 20 ans que je veux faire cette marque, voilà, je suis lente. Mais du coup, j'avais une espèce de théorie des cools du fond du bus. Je ne sais pas si vous, ados, vous avez été au fond du bus avec les cools. Moi, non. Mais j'en avais hyper envie. Une fois, un voyage en Espagne, bref. Mais c'était une erreur, je ne sais pas, ils m'ont invité, ils étaient nuls. Et du coup, en fait, je pense que... on doit déplacer en fait le nouveau cool, on doit créer un nouveau cool en fait, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est que des choses qui étaient désirables avant le sont de moins en moins, et parfois je sais pas, moi parfois j'ai des espèces de petits, il y a le passé qui revient d'un coup, je vois un truc, je fais j'en ai envie, voilà, ça revient parce que forcément on a été formaté des générations. Je suis un enfant des années 80, donc moi le Disney, McDo, tout ça c'est génial, je pensais que c'était génial, mais du coup plus en plus, on sent quand même que c'est un petit arrière-goût dont on n'en veut plus, quoi. Enfin, il y a trop, ça va pas. Et puis, quand il y a plus de sens, ça marche pas. Et du coup, j'ai l'impression que même si on regarde les Kardashians, on veut plus du jet, quoi. C'est le passé. Et du coup, recréer en fait un futur désirable qui fait qu'il n'y a rien de beau si en plus c'est pas bien fait et consistant et que ça détruit pas la planète et les humains, il faut le dire. Moi je veux que ça soit le nouveau normal un jour, et tant que ça l'est pas, c'est important en fait de démontrer que c'est possible et de raconter du coup des récits hautement désirables, joyeux, optimistes, et voilà, qui emmènent vers ce nouveau cool. Voilà. Aude, justement, je pourrais vous poser la question aussi. Est-ce que c'est d'autant plus facile, et pourtant on n'est pas sur une petite entreprise chez Chloé, quand on est petit, de faire une transformation? Tout ça prend du temps. Vous disiez, vous nous avez dit, ne serait-ce que pour les matériaux, on voit parfois c'est 1 ou 2 ans, tout ça prend du temps, mais il faut prendre ce temps-là et c'est possible. C'est votre message aujourd'hui?
Ouais, c'est totalement possible s'il y a un alignement à tous les niveaux de l'entreprise. Et donc cette transformation, elle part de la direction et elle part aussi de la direction artistique. Et c'était une étape aussi importante d'avoir une directrice artistique engagée, Gabriella Hearst, qui est venue soutenir ce changement et qui, je pense, trouverait pas mal écho dans ce que vous dites. Elle dit « Make sustainability sexy », mais c'est vraiment au cœur de sa préoccupation, de son choix de design et de conception. Donc ça a aussi accéléré beaucoup la transformation. Et elle a envie de créer des produits faits pour durer et qu'une femme aura envie de transmettre à ses filles, par exemple. Parce que c'est la difficulté aussi, et vous m'avez challengé là-dessus, Charlotte, c'est ne pas sacrifier la créativité, la création sur l'autel des engagements éco-responsables. Oui, parce que en fait, la première solution, j'ai l'impression, ça a été justement le basique, dire en fait les habits d'une vie, c'est forcément les plus mornes ou les plus gris. Et c'est pas vrai, je reviens à la vie claire que j'embrasse et que j'aime beaucoup. Mais du coup, oui, en fait, penser du coup à un dressing essentiel, déjà on n'aura pas tous le même. Repenser aussi ce dont on rêve. Moi, je rêve pas d'une marque qui va faire des centaines de millions. En fait, j'ai envie d'une croissance dynamique, d'être rentable comme on l'est. J'ai envie de grandir, de faire grandir une équipe, etc. Mais pas de manger le marché. Et du coup... on peut être plein de tribus de marques avec des histoires différentes, des communautés à qui on plaît différentes, et du coup repenser, le vivre en harmonie, partager effectivement nos bonnes pratiques sur tout ce qui doit être normal. Genre, on écrit nos articles sur comment on devient Bip Corp, comment on fait comment on gère les polybags. Enfin voilà, tout ça, ça doit se partager. Et après, à chacun sa créativité, etc. Et du coup, je vous challengeais là-dessus. Au téléphone, on s'est un tout petit peu parlé, parce que effectivement, une base de dressing patine, c'est la mienne, celle de mon équipe. Et puis de plus en plus celle de notre communauté qui participe aussi à la création des vêtements. C'est une des spécificités pour être sûr qu'ils les aiment. Et aussi parce que quand on travaille 2 ans sur un projet de dire un jour on va faire avec vous un jean, du coup on a... Le désir monte doucement, et puis on n'a pas encore forcément acheté, qu'on est déjà attaché à cette pièce. Alors certains, les jaloux diront super marketing, mais en vrai, quand on commence à créer cet attachement très très tôt, quand son vêtement arrive, on ne le considère pas de la même manière qu'une pièce jetable sans affect. Et donc on en prend soin, et c'est le début de la transformation des clients aussi pour acheter moins, puisque là, l'éléphant dans la pièce, c'est quand même qu'il faut accepter de grandir plus lentement, de ne pas faire des chiffres faramineux, de faire des profits qui font qu'on est en bonne santé, mais pas non plus à nourrir des dividendes énormes pour des actionnaires en jet. Et du coup, ça oblige justement à tout un nouveau modèle, et aussi à dire il faut acheter moins. Et pour une marque, c'est nouveau aussi de dire vous devez acheter moins. Mais c'est possible, on peut faire ça. C'est pour ça que j'appelle mon livre Fashionopolis. Je joue sur la notion que Platon a mis sur le polis, P-O-L-I-S comme antipolis. Et un polis parfait, c'est une société qui est bonne, qui a de l'espoir et qui est juste. Et c'est exactement ce qu'elle parle. Quand on essaie de faire quelque chose qui est beaucoup plus juste pour tout le monde. Bon, il y a des gens qui disent peut-être c'est un peu marxiste, mais en fait, non, c'est Platon. C'est platonique. Et je crois que ça, c'est toujours quelque chose qui est la base de tout ce que vous faites. Et ce mouvement, le nouveau cool, d'être beaucoup plus juste dans toutes les directions de la planète et les gens qui habitent sur la planète, et les animaux, la biodiversité, tout. Beaucoup plus juste. La création, Dorothée, dont on parlait à l'instant, n'est pas empêchée par l'engagement, loin s'en faut. Et vous préférez qu'on vienne vous voir en vous disant « J'ai entendu parler de vous parce que vous êtes engagée sur l'Or Farmanine » ou « J'ai vu vos créations, j'adore ».
Moi, j'ai pas de préférence. Les deux, les deux fonctionnent très bien et les deux se passent. Nous, on a un engagement en tant que conviction au départ de fondatrice, puis d'équipe, puis de tout un écosystème, parce qu'on s'est effectivement entouré des ateliers, des fournisseurs, enfin de toutes les personnes qui travaillent autour de la marque partagent cette même mission, cette même conviction. Et nous, on a envie en tant que joaillier de faire notre métier différemment et surtout de faire des propositions. Je suis exactement dans la même philosophie, qui est quelque chose qui est ouvert pour tout le monde. Nous, s'il y a de plus en plus de gens qui valorisent leur Fairmind ou le diamant de culture ou autre, on sera très content. Au contraire, on a aussi cette mission un peu si je puis dire, d'avoir envie d'influencer aussi notre secteur. Donc c'est une conviction qui ne répond pas au départ à une demande du marché, mais qui est une proposition que nous, on fait. Maintenant, il y a effectivement de plus en plus de gens qui sont... quand on achète un bijou, c'est un peu comme la façon dont toi, tu as envie de vendre maintenant un jean et une chemise. C'est quand même du temps long. C'est une réflexion. C'est souvent un moment important de sa vie. C'est souvent pour célébrer un événement fort ou un événement personnel. Ça fait partie du désir et du plaisir de chercher, de choisir et d'attendre. Donc on est déjà un peu intrinsèquement... majoritairement, bien sûr il y a des exceptions dans les comportements d'achat, mais majoritairement on est intrinsèquement dans du temps long, de la réflexion. Et intégrer aujourd'hui dans cette réflexion, pas uniquement une recherche de design, de création qui reste primordiale, parce qu'on n'a jamais besoin d'un bijou, on va se l'offrir parce qu'il nous plaît, parce qu'on a envie de le porter au quotidien, donc la création reste quand même évidemment la priorité, mais dans cette quête et cette recherche, il y a un questionnement, une demande d'engagement, de transparence, il y a un questionnement de la part du public et des clients qui est, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus présent. Et donc moi, je suis ravie quand les gens viennent en boutique en disant j'ai vu que vous avez tel et tel engagement, vous faites ça, du coup j'ai envie de voir vos créations, et ensuite il faut qu'il y ait un coup de cœur qui se passe, c'est sûr. Maintenant, si ça se passe dans l'autre sens, et je veux dire, aujourd'hui, c'est à peu près moitié-moitié. Mais peut-être que les ratios changeront. Si ça se passe dans l'autre sens, c'est génial aussi. Quelqu'un qui flash ou qui voit ou qui entend parler ou qui voit sur quelqu'un une manchette ou une belle bague de chez nous, qui vient la voir, et au passage, on lui raconte notre histoire. Ça touche systématiquement. Il n'y a jamais personne qui nous a dit « Ah bon, vous faites de l'or tracé et engagé, du coup, ça ne m'intéresse plus. » C'est jamais arrivé, ça. Au contraire. Donc, ça ajoute de l'affect, de la fierté, ça ajoute justement une valeur supplémentaire au produit. Donc, dans les deux sens, l'histoire est géniale. Ajouter de la valeur, la revalorisation. L'atelier des matières, quel est l'objectif à terme, Nativité Rodriguez ? Nous, notre objectif, c'est, je dirais, d'allier les deux. Je suis très intéressée par ce que vous dites, c'est-à-dire qu'avant tout, à la fin de notre processus, ce qu'on propose à nos marques, c'est des nouvelles matières qui les fassent rêver, d'extrêmement qualité, pour faire rayonner leurs produits auprès de leurs clients. Donc nous, on a deux enjeux par rapport à ça. C'est vraiment de continuer à développer toujours plus de solutions performantes pour revaloriser, pour recycler ces matières, et surtout pour aboutir à ces nouvelles matières, qu'elles soient le plus circulaires possible. C'est-à-dire qu'à la fin, ce fameux fil dont je vous ai parlé tout à l'heure peut être recyclé de nouveau. Donc c'est vraiment ça. Et pour y arriver, ce qu'il nous faut, c'est continuer à engager toujours plus de marques qui sont convaincues, et ça se passe de plus en plus. Donc on est vraiment face à un nouveau paradigme, mais aussi de continuer à investir en recherche et développement, parce que tout ce dont je vous ai parlé, ça prend du temps, on a besoin d'investissement, et c'est vraiment grâce à cela qu'on pourra être à la pointe et collectivement faire avancer et faire progresser cette mode. Mais moi, je suis convaincue que c'est pas l'un ou l'autre, c'est le « et », je crois beaucoup au « et », c'est de continuer à faire rêver, créer des belles matières, tout en étant responsable. Et finalement, c'est un peu du bon sens, parce que je pense qu'on s'est plongé récemment là, avec l'équipe sur l'histoire du recyclage. C'est du bon sens. C'est depuis toujours, moi je suis fille d'artisan dans la haute couture, et depuis toujours, j'ai vu ma mère réutiliser les choses. Donc je pense qu'on remet à l'honneur avec la nouvelle technologie, avec des nouvelles techniques, avec toujours plus de beau. Et c'est vraiment l'alliance des deux qui fera qu'on réussira. Donc finalement, la mode pourrait être un porte-étendard de nouvelles valeurs autour de l'engagement, de la réduction de l'impact, de l'usage de nouveaux matériaux. Et Aude, pour conclure justement, comment on fait entendre et percevoir aux clients cette nouvelle valeur de la mode aussi, sur le fait, vous c'est votre point aujourd'hui, que derrière la mode, il y a de l'humain?
On raconte beaucoup par différents leviers. Donc effectivement, moi je rejoins aussi le point de l'Alliance. La devise de la création chez Chloé, c'est beau et porteur de sens. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait les deux pour créer des belles pièces qui dureront dans le temps, mais amener aussi le sens pour les hommes et les femmes et pour la planète. Et on le raconte sur nos produits. Alors historiquement en version papier par des étiquettes ou sur notre site internet. Depuis un mois, via des passeports digitaux sur nos produits qui nous permettent d'intégrer encore plus d'informations sur le chemin de vie des produits, l'impact environnemental et l'impact sociétal. Donc ça, c'est un outil très important. On forme aussi énormément toutes les personnes qui sont en boutique. Elles sont évaluées sur leur capacité à faire connaître les engagements de la maison et les engagements aux produits. Donc voilà, former, et après j'espère qu'on voit effectivement des clientes quand même de plus en plus curieuses, de plus en plus éduquées sur ces sujets-là, qui challenge, etc. Donc ça c'est super. On a également un board sustainability qui est en train de devenir notre comité de mission et dans lequel on va faire rentrer sur le prochain une cliente qui sera aussi la porte-parole de l'ensemble de nos clientes pour essayer de faire évoluer dans nos engagements dans le sens des priorités pour elles. Merci infiniment. La traçabilité, ça me permet de rappeler une dernière fois, sinon je vais me faire taper sur les doigts par Mathias, le petit QR code, si vous voulez plus d'infos sur les intervenantes. Vous parliez aussi de relations avec les clientes, juste pour signifier et informer très rapidement que rue Martel, dans le 10e, maintenant, on va chez Patine. C'est sympa. Oui, on a ouvert notre boutique samedi. Voilà. Et pour expliquer justement aux clientes, nous, on a fait le choix, effectivement, d'une distribution le plus possible en direct. Donc, c'est plus les années 2010 où on dit pour cut the middleman, parce que le middleman, il est très important. Les magasins, c'est génial. Mais du coup, pour effectivement connaître nos clientes, on leur parle depuis le site, depuis les réseaux sociaux. Moi, j'adore Instagram parce que on peut taper sur Meta, mais n'empêche que je peux parler avec des dizaines de clientes tous les jours et comprendre leurs sujets. Et maintenant aussi les rencontrer en vrai, ce qu'on a toujours fait dans notre petit bureau de 50 mètres carrés. Et maintenant, on a une belle boutique où vous pouvez venir nous voir depuis samedi, rue Martel, dans le 10e. Voilà, pour échanger avec Dana Thomas, c'est Fashionopolis, en signature. Dans vous pouvez prendre le livre en français dans la halle. Merci beaucoup.